Je m'appelle Adrien et je fais des longs trajets depuis environ 12 ans. J'ai commencé quand notre plus jeune a eu 15 ans et qu'il n'avait plus autant besoin de maman. Samantha et moi en avions parlé un moment, moi sur la route. On s'est dit que c'était logique. Le salaire était bon. Bien mieux que tout ce que je pouvais gagner en restant dans notre petite ville. 3 semaines à l'extérieur, 1 semaine à la maison. C'est devenu notre routine. Au début, ça a marché. Je l'appelais tous les soirs, quel que soit le relais routier où je me trouvais. Peu importe que je sois garé derrière un restaurant du Nebraska ou que j'attende un chargement à Laredo. Samantha décrochait à la 2e sonnerie. « Dis donc, ma belle, où es-tu ce soir ?» me demandait-elle. Juste à la sortie de Des Moines. Je répondais, des murs préfabriqués Hollande pour ce nouveau lotissement. Elle avait toujours des questions complémentaires. Quel genre de mur? Quelle est la longueur du couloir? Quand penses-tu revenir? J'avais l'impression qu'elle s'ennuyait de moi pendant mon absence. Comme si je faisais encore partie de son quotidien, même à des kilomètres. De retour à la maison cette semaine-là, c'était bien. On faisait les courses ensemble, on bricolait peut-être un peu, on regardait la télé. Elle me montrait les photos que les filles avaient envoyées. On parlait de la nouvelle voiture des voisins, de tout et de rien. Après 22 ans de mariage, tout semblait solide. Mais quelque chose a changé. Je ne sais pas exactement quand. Au printemps dernier, peut-être. C'est à ce moment-là qu'elle a arrêté de me poser des questions sur mes trajets. Je me souviens l'avoir appelée d'une aire de repos en Arizona. Je venais de récupérer un chargement de poutres d'acier à destination des Carolines. J'étais assis dans la cabine, un sandwich dans une main, le téléphone dans l'autre. « Salut, Anne », ai-je dit. Je venais de charger à Tucson, direction le sud cette fois, par la route du sud et en passant par Atlanta. Il y a eu un silence. Puis elle a dit « C'est sympa, chérie ». Et elle a changé de sujet. La conversation a commencé à raccourcir aussi. On discutait au moins 1 heure chaque soir, quand je me garais pour ma pause obligatoire. J'étais sur une aire de repos ou un relais routier, à manger ce que j'avais acheté au traiteur d'une station-service, et elle était mon lien avec la maison. Elle me racontait tous les potins du coin de sa journée au bureau du greffier du comté, et me demandait comment s'était passée ma journée sur la route, ce que j'avais vu, ce que je transportais, si j'avais eu des problèmes avec le répartiteur. Ces conversations me permettaient de garder la tête froide pendant ces longs trajets loin de chez moi. Même si j'étais fatigué, entendre sa voix me donnait l'impression que tout était normal, comme si je n'étais pas un simple fantôme vivant dans un taxi. Mais petit à petit, elle a commencé à les couper court. « Je ne peux pas parler longtemps ce soir », disait-elle au bout de 5 ou 10 minutes. « Il faut que je rappelle Linda. Quelque chose à propos du récital de ses enfants. Ou encore, désolé, Anne. J'ai une lessive en cours et je crois qu'il y a encore une inondation au sous-sol. Je peux t'appeler demain? Toujours quelque part où aller. » Une urgence qui exigeait son attention. À l'époque, je me suis dit qu'elle s'habituait peut-être simplement à la routine. Après tout, 3 semaines de congé, 1 semaine à la maison. Ça donne beaucoup de temps pour soi. Peut-être qu'elle trouvait son propre rythme pendant mon absence, s'installant dans une vie qui n'avait pas à dépendre de la mienne. Et puis, je trouvais ça sain. Enfin, qui voudrait que sa femme reste assise à se languir de lui? Ça prouve son indépendance? Non, ça prouve qu'elle avait une vie autre que celle de la femme du camionneur qui attendait à la fenêtre. Mais avec le recul, je réalise à quel point j'ai été stupide. Le premier vrai signal d'alarme est arrivé pendant ma semaine à la maison en juin. Je m'en souviens parfaitement. J'étais assis à la table de la cuisine avec une tasse de café, en train de consulter notre relevé bancaire en ligne. J'avais quelques réparations à faire chez moi, un revêtement extérieur à remplacer, un robinet qui fuyait dans la salle de bain, et je voulais juste voir si on avait une marge de manœuvre. C'est là que j'ai remarqué ces frais. Un endroit du centre-ville dont je n'avais jamais entendu parler, la mer ou la mare, quelque chose comme ça. Des dîners hors de prix, encore et encore, toujours pendant mon absence. 60, 70 $ chacun, parfois plus. Bien plus que ce que Samantha dépense habituellement pour elle-même. Quand elle est rentrée du travail ce soir-là, j'ai abordé le sujet avec désinvolture. J'ai essayé de ne pas paraître accusatrice. « Salut, ma belle », ai-je dit. Je regardais juste le relevé bancaire. J'ai remarqué que tu étais allé manger un peu au restaurant ces derniers temps. Elle s'est figée 1 seconde, posant son sac à main un peu trop soigneusement sur la table de l'entrée. « Ouais » a-t-elle dit. « Alors, qu'est-ce que je veux dire? »« Pas grave », ai-je dit en levant les mains. « Ça a juste l'air d'être des repas plutôt raffinés. Je pensais que tu te faisais plaisir. » C'est laquelle s'est mise sur la défensive, les yeux plissés.
les lèvres pincées. Bon, excuse-moi d'avoir une vie sociale pendant que tu es parti faire je ne sais quoi à l'autre bout du pays, a-t-elle rétorqué. Je vois les filles plus souvent. Bon, j'ai besoin d'interaction. Tu n'es pas souvent là, Adrien. J'ai hoché la tête lentement. Ouais, bien sûr. Je comprends. C'était juste une peau. Ça ne voulait rien dire, et c'était logique en apparence. Bien sûr, elle avait besoin d'amis. Bien sûr, elle avait besoin de sentir qu'elle n'était pas coincée à m'attendre. Mais quelque chose dans son ton ne collait pas. Sa réaction semblait plus importante que la question. Pourtant, je n'ai pas insisté. Je me suis dit que j'étais peut-être juste parano. Et puis il y avait l'abonnement à la salle de sport. Samantha n'avait jamais montré le moindre intérêt pour le sport pendant toutes nos années ensemble. Elle était toujours bien dans sa peau. C'est une des choses que j'aimais chez Samantha. Elle n'a jamais ressenti le besoin de changer quoi que ce soit en elle. Pas d'histoire, pas de drame. Elle ne suivait pas les tendances et ne se souciait pas du regard des autres. Elle était juste elle-même, et j'aime ça. Alors, quand je suis rentré en juillet et que j'ai trouvé cette carte de membre sur le comptoir de la cuisine pour un centre de fitness haut de gamme dont je n'avais jamais entendu parler, j'étais complètement perdu. C'était une de ces cartes en plastique brillant avec un logo en relief qui semblait tout droit sorti d'une brochure de spa. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé en la brandissant lorsqu'elle est rentrée du travail. Oh, elle a dit, ça en agitant la main comme si de rien n'était. C'est juste une nouvelle salle de sport. Je me suis inscrite avec les filles. Tu es une salle de sport? J'ai essayé de dissimuler ma surprise, mais j'ai dû échouer car elle m'a lancé un regard noir. Ouais, je veux être en meilleure forme, a-t-elle dit. Peut-être perdre quelques kilos. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ai-je dit rapidement. Absolument rien. Je ne pensais juste pas que tu étais du genre salle de sport, c'est tout. Elle a haussé les épaules. Enfin, peut-être que je le suis maintenant. Ça n'avait pas vraiment de sens pour moi, vu qu'elle avait toujours été bien dans sa peau. Elle disait des trucs comme « je n'ai plus 20 ans, et ce n'est pas grave ». Le confort prime sur le style, Adrien, toujours. Mais je me suis dit que les gens changent et que je n'allais pas la gêner d'essayer quelque chose de nouveau. Je lui ai dit que je trouvais ça super qu'elle prenne soin d'elle. Bon sang, je viendrai peut-être avec toi quand je serai à la maison, ai-je dit en plaisantant à moitié. Ça pourrait nous faire du bien à toutes les deux, mais elle a secoué la tête presque aussitôt. Non, je vais avec les filles. On a une routine et on se tient sur la bonne voie. C'est tout un truc, non? Ai-je dit en hochant la tête, même si je n'étais pas sûr de la croire. Pourtant, je n'ai pas insisté. Je voulais la soutenir. Mais ce qui m'a vraiment surprise, c'est tout le reste qui a commencé à changer au même moment. La salle de sport n'était que le début. Samantha avait toujours été attirante, ne vous méprenez pas, mais sa routine était assez simple. Shampoing de pharmacie, un peu de mascara si on sortait, jeans et t-shirt d'où la plupart du temps. Elle n'était pas tape à accent grave-l'œil. Elle ne l'avait jamais été. Mais maintenant, elle rentrait avec des sacs de courses de boutique dont je savais pertinemment qu'elle n'était pas bon marché. Parfum haut de gamme aux noms français indéchiffrables. Ses ongles aux couleurs vives et brillantes. Toutes les 2 semaines, comme sur des roulettes, de nouvelles tenues, 2 hauts moulants, des talons, des jupes qui ne semblaient pas destinées au bureau du greffier. Je me souviens avoir dit un soir, alors qu'elle entrait vêtue d'un noir élégant que je n'avais jamais vu auparavant. « Waouh, tu es superbe », a-t-elle souri en jetant son sac sur la chaise. « Merci. Tu t'habilles plus chic ces derniers temps », ai-je dit en essayant d'avoir l'air décontracté. « J'ai juste envie de faire un petit effort, c'est tout », a-t-elle répondu. « Tu ne trouves pas que j'ai l'air trop maquillée, si ?»« Non, pas du tout », ai-je dit. « Tu es superbe. » « Vraiment? Peut-être. Je pensais que c'était juste sa façon de se sentir bien dans sa peau pendant que j'étais en déplacement. Peut-être traversait-elle une crise de la quarantaine, désirant se sentir à nouveau attirante et sûre d'elle. J'ai essayé de la soutenir. Vraiment. Même si ça vidait nos économies à toute vitesse. Fin juillet, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Je restais éveillé dans ma cabine couchette, dans une aire de repos du Nebraska ou de l'Idaho, les yeux fixés au plafond, pensant à Samantha. Le parfum, les ongles, les dîners, la salle de sport, ça ne collait pas. Plus rien ne lui ressemblait. Plus j'essayais de trouver des explications, plus c'était pire. Chaque fois, je me disais que j'étais juste parano, qu'elle méritait aussi d'avoir sa propre vie, qu'elle avait droit à un peu d'indépendance. Mon ventre se serrait encore plus. Je ne voulais pas être ce type, celui qui fouine et accuse. Mais je ne pouvais pas vivre sans savoir. Alors j'ai engagé un détective privé.
Cela m'a coûté près de 6 000 $. Une somme considérable pour moi. C'était un mois entier de carburant, de repas et de nuits à l'hôtel. Mais j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de la vérité, quelle qu'elle soit. Et le pire, c'est que je ne me sentais même pas coupable. Le soupçon était tellement profond. Mon cœur hurlait que quelque chose clochait. L'enquêteur était professionnel, calme, minutieux. Il n'a pas fait de suppositions, il a simplement exposé les choses clairement. « Donnez-moi 2 semaines, a-t-il dit. Vous aurez une idée précise d'ici là. » Eh bien, il ne mentait pas. En 2 semaines, j'avais un dossier en main, très épais en plus, et un mot de passe pour un disque dur sécurisé en ligne. Photos, vidéos, notes, horodatage, plaques d'immatriculation, adresse, tout y était. Samantha voyait au moins 4 hommes différents régulièrement pendant que je traversais le pays en voiture pour nous soutenir. Il y avait un ouvrier du bâtiment, un costaud, qui passait l'après-midi en semaine, se garait au bout de la rue et marchait jusqu'à la maison comme s'il l'avait fait une centaine de fois. Puis il y avait un homme plus âgé, toujours en costume gris, qui passait le soir. Parfois, il apportait du vin. Un autre était plus jeune, peut-être à la fin de la vingtaine. Il avait une barbe hirsute et portait un blouson de cuir comme s'il se croyait dans un film. Il arrivait généralement tard le soir. Et un autre, un type qui passait le week-end, toujours juste après qu'elle m'ait dit qu'elle avait des courses à faire. L'enquêteur appelait ça une rotation. J'en ai vu beaucoup, m'a-t-il dit au téléphone, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Elle les a planifiés comme des rendez-vous. Différents hommes, différents jours, différentes heures. Il m'a montré les registres. Lundi et mercredi après-midi, ouvrier du bâtiment. Vendredi soir, homme en costume. Samedi tôt, homme aux courses. Mardi, de temps en temps, jeudi, jeune homme en blouson de cuir. Elle maîtrisait ça comme une science. La détective privée pensait qu'elle dirigeait toute cette opération depuis au moins 8 mois, peut-être plus. Et quand j'ai vu tout cela si clairement, si indéniable, quelque chose m'a brisé la poitrine. La détective privée m'a dit que 2 d'entre eux, oui, 2, arrivaient généralement ensemble certains après-midi. Le gars du bâtiment et l'homme plus âgé en costume ont dit que ça se passait comme sur des roulettes. Je me souviens d'être assis dans ma cabine ce soir-là, tenant ce rapport entre mes mains, et fixant ce détail comme s'il était écrit dans une langue étrangère. 2 d'entre eux ensemble chez moi. Le point de rupture est arrivé le lendemain. Je venais de récupérer un chargement de meubles. Je devais transporter à travers le pays pendant 3 semaines. Un travail facile, un salaire correct, mais tout s'est effondré avant même que je quitte le terminal. Le répartiteur m'a appelé tôt un matin. Incendie d'entrepôt à Denver, m'a-t-il dit. Le réceptionnaire ne peut pas prendre le chargement. Rapportez-le et on vous réaffectera. Je me souviens être resté assis là, dans la cour des camions, à fixer mon volant. Je n'ai ressenti ni soulagement ni frustration. J'ai eu une révélation froide et insidieuse. C'était le moment idéal, car je me suis souvenu de ce que le détective privé m'avait dit à propos de l'emploi du temps. Le mardi à 14 heures. C'était un de leurs jours. Alors, je n'ai pas appelé Samantha. Pas envoyé de SMS. Pas un mot. Je suis rentré directement chez moi. Je suis arrivé vers 14h15. La voiture de Samantha n'était pas dans l'allée, ce qui n'a pas déclenché d'alerte. Elle était censée être au bureau du greffier du comté avant 17 heures de toute façon, mais il y avait 2 autres véhicules garés devant, à moitié sur le trottoir. Je n'ai même pas eu besoin de revoir les photos. Je connaissais ces voitures. La Chevrolet rouge rouillée du chantier. La Lexus grise et élégante que conduisait toujours le costard. Elles étaient juste là. Je suis resté assis dans la cabine un instant, le moteur au ralenti, les mains serrées autour du volant. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes dents. Une partie de moi espérait encore me tromper. Que le détective privé avait peut-être fait une erreur. Peut-être, mais je savais qu'il n'en était rien. J'ai coupé le moteur et je suis sorti. J'ai monté les marches comme un fantôme. J'ai utilisé ma clé, la même que j'utilisais depuis plus de 20 ans. À la seconde où j'ai ouvert la porte, je les ai entendus. Des voix. Masculin pluriel à l'étage. Le pire, c'est que je savais exactement dans quelle pièce elles se trouvaient. Notre chambre. La chambre où Samantha et moi avons dormi pendant plus de 20 ans. La chambre où nous avons fait nos enfants. La chambre où nous rions et nous enlacions quand nous étions trop fatigués pour parler. Et maintenant, je me tenais là, au pied de l'escalier. Immobile, mon sac toujours à la main. À chaque seconde qui passait, j'entendais d'autres craquements de plancher, des conversations étouffées, et même des rires. Et pourtant, je restais planté là, espérant que non,
suppliant que je me trompais. Que, d'une certaine manière, ce n'était pas ce que c'était clairement. Après ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'a pas dû durer plus d'une minute ou deux, j'ai lâché mon sac et j'ai commencé à monter les escaliers. J'avais l'impression que mes jambes pesaient 45 kilos chacune, mais j'avais besoin de voir ça de mes propres yeux. La porte de la chambre était entr'ouverte juste assez pour que je puisse voir à l'intérieur sans être vu. Je restais là, respirant par le nez, essayant de garder mon équilibre. Ce que je voyais correspondait exactement à ce que l'enquêteur m'avait montré. Sauf que cette fois, ce n'étaient pas des photos floues ni des vidéos granuleuses. C'était réel. Samantha était là, au milieu de notre lit, avec l'ouvrier du bâtiment et l'homme plus âgé en costume. Tous les trois nus, emmêlés dans les couvertures comme si c'était un foutu hôtel et non la maison que j'avais construite de mes propres mains. Mon lit. Quelque chose en moi a craqué. Un fil a été coupé net. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas hésité. J'ai poussé la porte si fort qu'elle a heurté le mur derrière avec un craquement. Samantha a crié, hurlé, comme si elle était la victime. Les deux hommes ont sursauté comme si j'avais tiré. Le plus jeune, l'ouvrier du bâtiment, attrapa son pantalon et recula vers la fenêtre comme s'il envisageait sérieusement de sauter. L'autre, l'homme en costume, se débattait par terre, cherchant aveuglément sa chemise, le visage tellement rouge que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Samantha resta assise là. Elle se redressa, les yeux écarquillés, la bouche remuante, mais sans un mot. On aurait dit un poisson haletant sur la terre ferme. Et moi, je restais planté là. J'ai tout absorbé. Chaque détail sordide. 22 ans de mariage. 2 enfants, d'innombrables nuits passées sur la route à gagner notre vie. Et voilà ce que je retrouvais à la maison. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à les affronter tous les trois. Peut-être était-ce de la rage pure ou une force profonde et désespérée que j'ignorais posséder. À la seconde où j'ai poussé la porte en grand et que je les ai vus, Samantha, l'ouvrier du bâtiment et l'homme plus âgé en costume, tout en moi a explosé. Avant qu'il ne puisse réagir, je me suis jeté en avant. L'ouvrier du bâtiment eut à peine le temps de remonter son pantalon que je l'attrapai par le col et le plaquai contre le mur. Ses yeux s'écarquillèrent de peur, mais je n'avais pas fini. Le plus âgé recula en titubant, cherchant sa chemise, mais je le frappai d'un coup de poing violent à la mâchoire qui le fit chanceler. Samantha hurla, ses mains se levant comme si elles pouvaient arrêter la tempête. Le troisième homme, essayant de se démener pour récupérer ses vêtements, me gêna ensuite. Je le bousculai si fort qu'il trébucha sur le montant du lit et s'écrasa au sol avec un grognement. Tous les trois gémissaient, serrant leur corps meurtri tandis que je me tenais au-dessus d'eux, le souffle court et tremblant de colère. Leur peur était presque palpable, comme s'ils savaient de quoi un mari bafoué était capable. Je les regardais chacun, sentant le poids de 22 ans de trahison s'abattre sur moi. Puis, d'une voix que je reconnaissais à peine, rauque, froide et mortelle, je dis « Sortez ». Avant de vous enterrer tous, il n'en fallait pas plus. Ils se sont précipités, désespérés de s'enfuir, ramassant tous les vêtements qu'ils trouvaient. Ils ne m'ont même pas regardé, n'ont même pas osé respirer près de moi. Ils ont filé hors de la pièce comme si le diable en personne les poursuivait. J'ai entendu la porte d'entrée claquer une fois, puis une autre, et d'un coup, le silence est tombé dans la maison. Juste moi et Samantha dans notre chambre. Elle s'est mise à parler là, dans la chambre, serrant le drap contre sa poitrine comme une sorte d'armure, comme s'il pouvait la protéger de la tempête que je venais de déclencher. Les mots sortaient de sa bouche dans un brouhaha précipité et désespéré. « Adrien, je te jure que ce n'est pas ce que tu en as l'air. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est compliqué. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Je l'ai interrompue en entrant dans son espace. Si près qu'elle sentait le feu froid brûler dans mes yeux. Ma voix est tombée, basse, aiguë et ferme. « Sors d'ici. » Pas de cris, pas de menaces, juste ces deux mots, calmes et froids comme la glace. Et, d'une certaine manière, c'était pire que n'importe quel cri. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée, la bouche ouverte et fermée, cherchant ses mots, mais rien ne sortait. Tout son corps se tendit, tremblant. Elle regarda autour d'elle, prise de panique, puis se jeta sur ses vêtements éparpillés par terre. Mais avant qu'elle puisse rassembler quoi que ce soit, je lançai, laisse-les là. Tu sortiras comme ça. Que le monde te voie tel que tu es. Je me levai, la dominant de toute ma hauteur, et la fermeté de mon ton la figea. Elle savait que toute protestation serait vaine. Il n'y avait plus de négociation. Elle recula, trébucha sur le drap qu'elle tenait, et il lui tomba des mains. Je la regardai partir,
lente et tremblante, ombre de la femme que je croyais connaître. J'entendis ses pas dans l'escalier, le grincement de chaque marche comme un compte à rebours. Puis la porte d'entrée claqua derrière elle. La maison était redevenue silencieuse, vide, à l'exception des débris laissés derrière. Après cela, le silence. Je suis resté là quelques secondes de plus, à contempler les ruines de ce qui était autrefois ma chambre, notre chambre. Puis je suis descendu et je me suis assis sur le canapé du salon, toujours en bottes et veste, le regard droit devant moi comme si je regardais des parasites sur un écran de télévision. Mon cerveau n'arrêtait pas de tout repasser. La confrontation, leur expression quand j'ai franchi cette porte, la panique brute, la quête maladroite de vêtements. Les yeux écarquillés de Samantha, vitreux, pleins de reconnaissance, comme si elle avait compris que la partie était terminée à la seconde où elle m'avait vu. Comme si elle savait que je savais. J'ai dû rester assis là pendant des heures. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bougé, je n'ai même pas enlevé mes bottes. Juste assis au même endroit, comme si mon corps ne savait plus quoi faire sans ordre. Cette nuit s'est étirée comme une mort lente. La plus longue de ma vie. Je n'arrêtais pas de repasser chaque détail. Les photos, les vidéos, son emploi du temps, le lit. Je l'avais vu de mes propres yeux. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Non, on peut surmonter ça. Pas de thérapie, pas de seconde chance. C'était fini. Les jours suivants, un véritable enfer. Je me promenais comme un homme qui a tout perdu parce que nous avions passé 22 ans ensemble et que je l'avais surprise au lit avec plusieurs hommes. 3. Comme si j'étais juste une idée après coup, un chèque avec une alliance. Le détective privé avait été minutieux. Dieu merci, il avait tout planifié pour moi. Chronologie, photos, horodatage. Elle jonglait avec ce cirque depuis des mois. Et ce n'était même pas le plus douloureux. C'était de réaliser que j'étais le seul à croire que nous étions encore mariés. Pendant que j'étais là-bas, à traverser les frontières des États dans ce camion, à transporter la vie de quelqu'un d'autre dans des cartons. Elle était de retour ici, à fixer des rendez-vous avec ses satanés petits amis comme si elle dirigeait une entreprise. Et plus j'y réfléchissais, plus tout commençait à s'éclairer. Elle courait toujours prendre une douche dès que je rentrais de voyage. Je veux juste me rafraîchir, disait-elle. Son téléphone s'est mis à s'afficher, écran baissé, sur le plan de travail, toujours verrouillé, toujours en mode silencieux. Et les excuses? Mon Dieu, les excuses. Pourquoi elle ne voulait pas d'intimité pendant mes semaines à la maison? Pourquoi elle était trop fatiguée? Pourquoi elle avait mal à la tête? Pourquoi elle se levait tôt? À l'époque, je la croyais. Je ne voulais pas imaginer le pire. Je me disais qu'on vieillissait peut-être tous les deux. Ce mariage a connu des périodes difficiles. J'ai mis ça sur le compte du stress. Mais maintenant, je voyais les choses telles qu'elles étaient. L'abonnement à la salle de sport, les nouveaux vêtements, tous les soins de beauté haut de gamme. Elle ne faisait pas ça pour moi. Elle n'essayait pas de raviver quoi que ce soit entre nous. Elle se débrouillait, peaufinait les produits pour sa future rotation pendant que je me démenais pour nous soutenir. Les photos, les vidéos, l'emploi du temps, tout ce que le détective privé m'avait donné, et puis ce que j'ai vu ce jour-là de mes propres yeux. Impossible de faire comme si c'était dans ma tête. Impossible de le transformer en paranoïa, en insécurité ou quoi que ce soit d'autre. C'était la réalité, la froideur, la brutalité. Elle s'était bâtie une seconde vie dans mon dos pendant que je me tuais à la tâche sur la route, enchaînant les kilomètres sur l'autoroute pour rembourser notre prêt immobilier, économiser pour notre retraite et nourrir cette foutue table. Elle transformait notre maison en une porte tournante. Une foutue chambre d'hôtel. Chaque kilomètre parcouru, chaque repas gras dans un relais routier, chaque nuit passée seule garée sous les lumières vacillantes d'une station-service. J'étais dehors, à penser à nous, à construire quelque chose qui durerait. Elle en profitait pour coucher avec la moitié du comté, juste là, dans notre maison, sur notre lit. Finalement, il fallait qu'on se parle. Il fallait que ça arrive. Elle est venue un après-midi après que je lui ai dit que je voulais lui parler en face à face. Pas de SMS, pas de mais, pas de... Elle était assise de l'autre côté du salon, les mains jointes comme si elle se préparait à l'impact. Elle n'a même pas essayé de nier. « Adrien, dit-elle d'une voix faible et tremblante. Je ne vais pas me justifier. Je sais ce que j'ai fait. Je l'ai juste regardé fixement. Tu n'as rien fait, Samantha. Tu menais une double vie. Tu tenais un bordel à côté de chez nous. Tu crois que je ne le découvrirai pas. J'étais seule, dit-elle en baissant les yeux vers ses mains. Tu étais absent si souvent, des semaines d'affilée. Je me sentais abandonné, comme si je n'avais plus d'importance. Tu n'avais plus d'importance. J'ai éclaté de rire,
amer et mordant. J'étais là, à tout faire pour nous. J'ai raté les vacances, les anniversaires, juste pour être sûr qu'on avait tout ce qu'il fallait. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. Elle a murmuré. C'est juste devenu incontrôlable. Je n'ai pas pu m'arrêter une fois que ça a commencé. Je me suis penché en avant. Tu en aimes un? Elle a secoué la tête vivement. Non. Mon Dieu. Non. Ce n'était pas comme ça. C'était juste physique. Juste quelque chose pour combler le vide. D'une certaine manière, ça a aggravé les choses. Si elle avait dit qu'elle était tombée amoureuse, s'il y avait au moins un lien émotionnel, j'aurais peut-être pu le comprendre d'une certaine manière, mais non, c'était récréatif. Elle s'ennuyait, alors elle a décidé de faire de notre maison son terrain de jeu pendant que je trimballais la vie des autres à travers le pays. Eh bien, ai-je dit en me levant, je demande le divorce. Lundi matin à la première heure, elle ne s'est pas disputée. Elle n'a pas pleuré. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner ni de reconsidérer ma décision. Elle a juste hoché la tête. Je comprends. 9 mois. Voilà le temps que le divorce a duré. 9 longs mois exténuants. Paperasse, réunion, avocat, encore de la paperasse. Sans les preuves du détective privé, j'imagine à quel point ça aurait pu mal tourner. Mon avocate m'a dit que la sienne avait initialement dit qu'elle comptait me combattre sur tout. Maison, économie, retraite, tout. Mais les lois de mon État sont solides en matière d'infidélité, surtout lorsqu'on a des preuves concrètes, horodatées et photographiques. Au final, j'ai récupéré la maison, la plupart de nos économies et ma retraite intacte. Elle a pu garder son travail et ses petits amis, je suppose. Je me souviens d'être assise à table un soir, les papiers de l'accord éparpillés un peu partout, mon ancienne alliance posée au milieu comme une pierre tombale, pensant qu'elle pouvait faire comme si de rien n'était. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Je travaille toujours au greffe, elle déambulait toujours en ville comme si elle n'avait pas fait exploser un mariage de 22 ans. Peut-être qu'elle voyait encore ces mêmes hommes, peut-être de nouveau. Qui sait? Nos enfants? Oui, ils l'ont mal pris. Ils sont tous les deux adultes maintenant, mariés et pères de leurs propres enfants. Mais peu importe l'âge. Voir le mariage de ses parents s'effondrer. C'est dégoûtant. Je l'ai lu dans leurs yeux quand je les ai assis. Ils savaient déjà que quelque chose n'allait pas. Ils avaient entendu la tension dans ma voix, vu comment leur mère et moi évitions d'être dans la même pièce. Quand ils m'ont demandé ce qui s'était vraiment passé, je n'ai pas édulcoré. Je leur ai dit la vérité. Je leur ai même montré des rapports de détectives privés, des dates, des photos, des chronologies. Il le fallait. Je ne voulais pas qu'ils s'en aillent en pensant qu'il s'agissait d'une séparation mutuelle. Ce n'était pas mon choix. Ma fille a pleuré. Mon fils est resté assis là, silencieux, la mâchoire si serrée que j'ai cru qu'il allait craquer. Ils étaient tous les deux déçus par leur mère, en colère même. Mais ils essaient, pour entretenir une relation avec elle. Et je ne m'y opposerai pas. Elle est toujours leur mère, quoi qu'elle m'ait fait. Quant à moi, je conduis toujours le camion, je fais toujours les longs trajets. Les kilomètres n'ont pas changé, mais le poids, lui, oui. Sauf que maintenant, quand je suis sur la route, je n'appelle plus tous les soirs en espérant entendre la voix de ma femme, en espérant qu'elle m'a manqué. Je ne consulte plus mon téléphone toutes les heures en attendant un SMS de « je t'aime ». Parce que maintenant, je sais que certains soirs où je l'appelais et qu'elle me disait qu'elle regardait un film ou lisait au lit, elle n'était pas seule. Elle avait de la compagnie. Et maintenant, je ne me précipite plus. Je ne compte plus les kilomètres pour rentrer chez moi auprès de quelqu'un qui comptait probablement les minutes avant mon départ. Il y a une forme de liberté là-dedans, je l'avoue. Mais liberté et solitude, ce sont les deux faces d'une même pièce. La maison, elle est presque vide ces jours-ci. On dirait une coquille vide parfois. Je pense à la vendre. Juste recommencer quelque part, complètement nouveau. Mais pour l'instant, je m'y accroche. Peut-être par dépit. Peut-être par fierté. Peut-être simplement parce que c'est la seule chose qui reste intacte. Elle est à moi. Quant à elle, aux dernières nouvelles, elle est toujours dans le même appartement près du centre-ville, toujours à l'accueil du bureau du commis, souriant à tout le monde comme si elle n'avait pas de squelette qui traîne dans son placard. On me pose parfois des questions sur elle. De vieux amis, des voisins. Que s'est-il passé entre vous deux? Ils me disent, vous avez toujours l'air si solide. Je leur donne la réponse facile. On s'est éloigné. La distance a fini par nous rattraper. La plupart hochent la tête et passent à autre chose. Ceux qui la connaissaient le mieux marquent une pause, comme s'ils connaissaient déjà la vérité, ou du moins suffisamment. Mais ce qui me touche le plus, ce qui me hante la nuit,
allongé dans la cabine couchette de mon camion, les yeux rivés au plafond. Ce qui me ronge, c'est de penser à tous ces coups de fil, à tous ces soirs, j'étais garé dans une aire de repos perdu au milieu de nulle part, composant son numéro juste pour lui dire bonsoir. J'entendais la voix douce et fatiguée de Samantha me dire que je lui manquais, qu'elle regardait la télévision ou lisait un livre, attendant mon retour. Cette image, ce mensonge réconfortant, était la seule chose qui me faisait tenir dans ces longs couloirs. Mais maintenant, je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'elle faisait vraiment. Était-elle assise là, souriante, à se demander lequel de ses petits amis appelait ensuite? Le détective privé m'en avait montré suffisamment pour savoir que ce n'était pas un incident isolé. Au moins 2 de ces types se présentaient parfois ensemble, donc certains se connaissaient certainement. L'un de ces hommes savait-il qu'elle était mariée à un camionneur qui se démenait pour payer les factures? Ou m'avait-elle dépeinte comme une bonne à rien qu'il avait abandonnée? L'enquêteur m'a dit que ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne veut l'admettre. Les mariages, où l'un des conjoints voyage beaucoup pour le travail, peuvent se briser comme ça. Mais en général, c'est un seul. Une liaison, peut-être 2. Rien à voir avec le système chaotique que Samantha menait. Je suis suivi par un thérapeute. Ça m'aide, ou du moins ça essaie. Elle n'arrête pas de me dire que ce que Samantha a fait n'était pas à cause de moi, mais de ses propres problèmes, de ses besoins. Je peux comprendre cela logiquement, mais émotionnellement, j'ai l'impression que 22 ans de ma vie n'ont été qu'un mensonge. Le plus dur, c'est la solitude. Après un mariage aussi long, votre conjoint est plus que votre partenaire. Il est votre ancre, votre port d'attache, votre refuge. Même après la rupture, la relation était encore familière. Maintenant, je suis vraiment seul pour la première fois depuis mes 20 ans. Et honnêtement, je ne sais pas comment être célibataire à 51 ans, mais j'apprends. Je prends les choses un jour après l'autre, un kilomètre après l'autre. La route est toujours la même. Le travail est toujours le même, mais tout le reste est différent maintenant. Ce n'est peut-être pas si mal. Il est peut-être temps que je découvre qui je suis. Quand je ne suis pas défini par un mariage qui pourrissait de l'intérieur pendant que j'étais trop occupé à travailler pour m'en rendre compte. Je n'ai pas l'intention de me remarier de sitôt. La confiance ne revient pas comme ça après un tel incident. Pas pour moi, en tout cas. C'est comme essayer de recoller un vase brisé. On peut recoller les morceaux, mais les fissures seront toujours visibles. Pourtant, je ne ferme pas la porte à l'idée que peut-être, quelque part, il existe quelqu'un qui recherche un vrai partenariat, pas juste un arrangement de convenance ou un marché parallèle. Quelqu'un qui veut construire quelque chose d'honnête et de vrai, pas se contenter des miettes qui restent. Pour l'instant, je me concentre sur moi. J'apprends à apprécier à nouveau ma propre compagnie, ce qui n'a pas été facile après toutes ces années à dépendre de quelqu'un d'autre. J'explore des endroits que j'ai traversés 1000 fois sur la route, sans jamais vraiment prendre le temps de voir. Les petites villes, les restaurants, les parcs tranquilles. Je construis une vie qui m'appartient. Quelque chose que personne ne peut voler, trahir ou déformer. Méconnaissable. Ce n'est pas la vie que j'ai planifiée quand j'ai dit que je fais toutes ces années. Mais c'est honnête. Et après avoir vécu avec des mensonges pour Dieu sait combien de temps. Honnête se sent sacrément bien. Chers auditeurs, veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.